Mon grand-père disait toujours que j'étais un amateur, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire que je faisais ce que j'aimais. À ce moment-là, j'ai ma meilleure amie qui me dit « Ouais, toi qui parles tout le temps de rap, je te vois dans ta chambre parler de rap tout le temps. Pourquoi tu décides pas de bosser dans le rap, tu vois ?» Et moi, je viens de nulle part, donc en gros, de ma petite province profonde, réussir à bosser dans le rap, c'était quasiment impossible. Et je me dis « Vas-y, tu sais quoi, je vais essayer. » Bouscapé, c'est un média dont j'étais fan à la base, et c'est un média qui est le premier média dans le rap. Donc c'est vraiment un truc où je me retrouve à quasiment copiloter avec Ahmad, le boss du média, un gros média, tu vois, et on se retrouve à avoir des discussions super intéressantes. On parle avec Apple Music, on parle avec Disney, en fait on parle avec des marques que j'aurais jamais pu approcher autrement, tu vois. Donc je fais ça, et je kiffe, et pour le coup je suis associé dans le média et je suis associé dans le label. J'ai des artistes qui viennent me voir en me disant écoute, on voudrait que tu nous aides à signer, on voudrait que tu nous aides à développer notre carrière, etc. Et ça part de là. Donc je fais cette activité-là. Après mes contrats que j'avais en freelance, je les passe dans cette agence-là, qui devient du coup 135 médias. T'es attiré par les mentors entre guillemets qui te ressemblent, tu vois. J'aurais pu décider d'aller chez un manager un peu aigri, d'un rappeur très égo trip, et tu vois, dans un truc de ouais, on est là pour le bling bling, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un mec qui mettait en avant le côté on est entre nous, parce que c'est dans ces textes, on est entre nous, on se développe entre nous, on a besoin de personne, tu vois. Cet épisode est produit et réalisé par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. On accompagne des entreprises, des marques et des créateurs à créer et à développer leurs podcasts en audio et en vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur têtedetigre.com. On intégrera également le lien en description. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Florian Lecerf. Salut Florian, comment tu vas ? Super, et toi ? Très bien, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. On s'est rencontrés il y a quelques mois et du coup tu es le fondateur et président de 135 Médias, qui est une agence spécialisée musique qui accompagne des artistes entrepreneurs, des labels indépendants et des maisons de disques. Ma première question que je pose à chaque fois, c'est dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Dans quel environnement j'ai grandi ? À partir de vraiment du début ? Ouais, exactement. Très rapidement, j'ai habité en Allemagne jusqu'à mes 5 ans. Dans un quartier français, parce que ma mère était prof en Allemagne, mais prof de français, enfin un prof de maths, mais française dans un lycée français. Après, je suis parti vivre et j'ai vécu toute mon enfance là-bas dans une petite ville de province, en Sarthe, qui s'appelle Chenu, toute petite ville de 350 habitants. Et après, j'ai fait mes études à Angers, en fac d'économie et gestion. J'ai fait une année à distance, où j'étais du coup en Angleterre pour essayer de parler anglais, mais j'ai pas appris à parler anglais malheureusement. Et après, je suis parti finir mon cursus scolaire en M2 à Paris. Et c'est là que je me suis installé à Paris définitivement, donc en 2015. À quel moment est-ce que tu t'intéresses à la musique et au rap en particulier ? Ok, moi je m'intéresse au rap à mon entrée en seconde. Avant j'écoutais un peu de musique, mais un peu comme mes potes, j'ai pas une passion particulière pour la musique. Et arrivé en seconde, je deviens ultra pote avec un futur ami à moi, qui est d'abord un ami de ma sœur, puisque lui il avait redoublé pas mal de fois, moi j'avais sauté une classe, et du coup il se retrouvait qu'il était beaucoup plus vieux que moi, mais qu'on avait qu'un an d'écart dans les études. Et du coup j'étais à internat ou même dans la même chambre éclus, on va dire. Et ce mec-là faisait du rap, il était pas très très fort. C'est encore un très bon ami, mais il était pas très fort en rap, faut le dire. Et en gros, il m'a expliqué ce qu'était le rap, il m'a fait découvrir d'abord par un peu l'histoire du rap, c'est ça qui m'a intéressé. Je suis quelqu'un qui est très... En fait, je suis super intéressé par les gens passionnés. Et lui, il était passionné, donc passionnant, tu vois. Et donc, il a commencé à m'expliquer un peu les classiques, plutôt le rap américain, puis après, il est arrivé au rap français, etc. Et en gros, par l'histoire de la culture, ça m'a grave donné envie d'écouter du rap. Et après, j'ai décidé de diguer de ma propre manière et j'ai commencé à écouter beaucoup de choses et à télécharger énormément de musique, parce que c'était à l'époque du téléchargement illégal, il n'y avait pas encore Spotify et Deezer. Une belle époque. Une belle époque. Et j'avais, mais j'étais fou, hein, je téléchargeais, mais de manière compulsive, tous les albums de rap. C'était vraiment mon truc, quoi. Je téléchargeais tout et dès que je trouvais, je cherchais et j'avais un nombre incalculable d'albums. C'était vraiment une nuit de collectionneur, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rap, et c'est même comme ça que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser vraiment, puisque il m'avait désigné manager de sa carrière. Bon, on a fait trois musiques, donc c'était pas une très grande carrière, mais bon, en tout cas, mes premiers pas. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout plein de choses, notamment à la création de sites, etc., qui vont rythmer une partie de ma jeunesse. À côté de ça, comment est-ce que tu vis tes études ? Bah, du coup, en études, j'ai jamais été très 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 motivé, parce que
mon grand-père disait toujours que j'étais un amateur, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire que je faisais ce que j'aimais. Donc quand j'aimais une matière, je m'y intéressais, je bossais un peu dessus. Quand j'aimais pas, je faisais pas. Grâce à quelques stratagèmes, rater quelques examens pour les reprendre à ce moment-là, etc., j'arrivais toujours à passer d'année en année. Et surtout, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que, en gros, en seconde, il se passe deux choses dans ma vie. C'est que d'une part, je découvre le rap, et d'autre part, j'ai enfin Internet. J'habite dans une toute petite ville, il y avait même pas Internet, tu vois. C'était, du coup, en seconde, j'avais genre 14 ans. Donc c'était en 2008, tu vois. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore Internet. Et du coup, je découvre Internet. Et une fois que je découvre Internet, je me dis, mais c'est trop bien. Parce que du coup, au moment où j'ai Internet, je suis un peu plus vieux que ceux qui l'ont eu genre très tôt et qui étaient en mode Skyblog, MSN. Moi, c'est en mode, qu'est-ce que je peux faire d'Internet? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie grâce à Internet? Et tout de suite, j'y vais en mode, comment on peut entreprendre grâce à ça? Donc pour commencer, je le fais via l'activité de mon pote qui était rappeur, puisque j'apprends à créer un site pour vendre de la musique. Puisqu'à l'époque, le stream, iTunes, etc., ça existait peut-être, mais nous on connaissait pas trop. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais en place un système de vente par Allopass, etc. Il y avait que ses potes à lui qui achetaient ses musiques via Allopass, mais ça me permet de commencer à utiliser Internet et commencer à utiliser des sites. Alors au début, je fais des trucs un peu tuba, genre Wix, ou même Skyblog, etc. Et assez rapidement, je passe sur WordPress. Et du coup, je me découvre une petite passion pour WordPress et je commence à faire une multitude de sites. Et j'essaie vraiment de comment je vais réussir à faire des choses grâce à Internet depuis ma chambre. Et donc, du coup, je commence à créer des médias spécialisés un peu sur le milieu de l'informatique. J'essaye de créer des sites e-commerce qui ne fonctionnent pas sur WordPress encore plus. Et je fais énormément de choses en parallèle de mes études. J'ai mon bac, du coup, à 16 ans, je crois, ou 17 ans. Parce que du coup j'avais un an d'avance, ce qui fait que j'arrive à la fac assez tôt, et puis la fac c'est là où tu as beaucoup de liberté en termes de temps, et donc je commence vraiment à cette activité-là, elle commence vraiment à prendre de l'ampleur, et je fais entre guillemets du freelance consulting pour plein de gens, plein de sociétés, etc., mais vraiment des trucs un peu, vraiment pas ultra développés, tu vois, mais je commence à créer des sites, faire du référencement, faire du community management, et ça devient mon activité en parallèle de mes études. Et du coup, finalement, mes études, ça va prendre peut-être 20 à 30% de mon temps. Je vais passer 20% restant, on va dire 20, 20 et 20 sur mon activité, on va dire freelance. 20% où je parle de rap, j'ai un blog où je commence à écrire sur le rap, et 20 ou 30% où je tente des projets dans tous les sens pour essayer de créer des choses, quoi. Donc je suis vraiment dans un truc où mes études finalement me prennent assez peu de temps par rapport au reste, parce que j'ai envie de faire des choses, et à ce moment-là je bosse énormément, puisque je pense que en général je vais quand même au premier cours de la journée qui doit être vers 9h, et je pars vers 11h, et après je rentre chez moi en gros, et je bosse, je pense, tous les soirs jusqu'à 2-3h, 4h du mat, et j'essaie d'apprendre plein de choses, mais de tout et n'importe quoi, genre je crée des serveurs mail, enfin je fais vraiment énormément de choses. Et donc mes études, pour moi, ça a été vraiment une période où j'ai pu tester plein de choses tout en arrivant à assurer le strict minimum pour réussir à passer d'année en année, même si c'était un petit coup de stress à chaque fois, quoi. C'est marrant parce que tu m'as dit, dès que j'ai eu Internet, j'ai cherché à entreprendre via Internet. Ouais. À cette période-là, tu as du coup 14-15 ans. Ouais. À quel moment tu visualises ce que c'est l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, tu vois? Et comment est-ce que tu visualises ça, tu vois? En fait, moi, depuis très tôt, j'ai envie de créer ma boîte. Mais je savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais ça me passionnait de savoir qu'il y avait des gens qui avaient créé leur boîte. Et c'est une époque où c'est pas comme maintenant où t'as tous les podcasts. Après, je suis pas vieux, mais j'en parle beaucoup comme c'est une époque. Mais c'est vrai que c'est le truc de la mise en avant de l'entrepreneuriat, j'ai l'impression qu'elle vient 2012, 2013, etc. Même plus tard. Ouais. Même plus tard. Et du coup, au début, ça se faisait pas trop. Donc, il y avait pas vraiment de plan de comment faire, etc. C'était limite être entrepreneur, c'était avoir ta petite PME à toi. En vrai, c'était ça. Et du coup, moi, rapidement, je me dis, j'ai envie de faire des choses, de tenter des trucs, mais je tente tout et n'importe quoi, hein. J'ai souvenir d'une fois où, en gros, j'achète une PS3. Et j'étais trop content d'avoir une PS3, parce que la PS3 à l'époque c'était un peu genre la console haut de gamme, et j'achète une PS3 que je pense que j'achète parce que j'ai dû faire un ou deux trucs, je sais pas, revendre des matos sur le bon coin, enfin je sais pas ce que je fais, mais en gros j'ai un peu d'argent, je m'achète une PS3, et un jour j'ai la bonne idée d'acheter une deuxième manette de PS3, et je vais sur Amazon, et je vois une manette de PS3 à 35 balles, alors que la manette de PS3 était à 50 balles, tu vois, et à ce moment-là je me dis mais putain, elle est à 35 balles, et en plus elle est avec un jeu. Tu vois, genre, c'était un bundle jeu plus manette de PS3. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai trouvé un truc, et je vois qu'elle est il y a peu de commentaires, etc. Donc je me dis, en vrai, il y a quasiment personne qui a vu ce glitch-là. Si j'en achète beaucoup et que je les revends,
logiquement, je peux devenir millionnaire assez rapidement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment mon premier plan où je me dis, c'est bon, là, je vais tout droit là sur la lune, quoi. Et j'achète la manette. Sauf que du coup il y a pas Prime, j'habite dans un coin paumé, donc j'ai 3-4 jours de livraison, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, je vais faire un site e-commerce. Et c'est là que je crée mon premier site e-commerce. Je m'inscris sur, e-commerce un peu nul, mais tu vois, je m'inscris sur PayPal, je fais un site WordPress, je commence du référencement, je l'appelle Manette PS3 moins cher. Je commence à créer des articles, c'est dans des forums, ce qu'on faisait un peu à l'époque pour mettre en avant ton site. Vraiment, je crée mon site et je me dis, je vais gagner beaucoup d'argent parce que la manette, elle est à 35 balles, je vais la revendre 50 balles, parce qu'en vrai, elle était à 50 balles sur Amazon, mais je me dis, je vais la revendre au même prix qu'Amazon. Et en plus de ça, le jeu qui était disponible avec la manette, tu pouvais le revendre à Leclerc à 5 balles si acheter les jeux automatiquement, tu vois. Et donc je suis super content, je crée mon truc et je me dis c'est bon, ça va être mon premier business, je vais avoir 16 ans, c'est en mode e-commerce, je me lance dedans pour de bon. La manette arrive et en fait je comprends pourquoi elle est pas chère, c'est qu'en fait c'était une manette de première génération qui n'avait pas la vibration, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est pour donner un exemple de j'étais dans un truc où il fallait que je trouve une opportunité et j'en cherchais partout. Dès que je voyais un truc, c'était en mode quelle opportunité, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Et ça, je l'ai eu assez naturellement parce que je me disais je veux créer une boîte, mais comme il n'y avait pas vraiment de qu'est-ce que je peux faire en créant une boîte, c'était genre dès que je voyais un truc, c'était qu'est-ce qu'on peut en faire pour en créer un business, tu vois. Et pas forcément avec la logique de dire je veux une boîte. Moi, ce qui m'excitait, c'est pas spécialement de genre de gagner de l'argent avec ma boîte. C'était d'avoir une boîte qui marche, qui soit grosse, qui réussit, etc. Et en gros, ça m'a animé pendant très longtemps. Et je pense que c'est ce qui m'a mis à l'affût des opportunités. C'est vraiment ce truc de je veux faire des choses. Tout me passionne assez facilement. Quelle est la première opportunité qui va pouvoir se transformer en quelque chose de vrai, tu vois. C'était quoi un peu tes sources d'inspi dans l'entrepreneuriat à ce moment-là? Parce que comme tu dis, il y a 10 ans, ouais. Clairement, l'entrepreneuriat n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Moi, je sais que mon intérêt pour l'entrepreneuriat est né, tu vois, 2015-2016. Avant, je visualisais pas du tout ce que c'était. Et tu vois, je me dis, il y avait quoi qui t'inspirait à faire tout ça, tu vois? En vrai, je pense que j'avais pas forcément. En fait, moi, dans l'entrepreneuriat, je mets le fait de faire des choses, tu vois. Et en gros, moi, mon truc, c'était je voulais faire des choses sérieuses très tôt. Tu vois, j'ai souvenir d'une époque où j'étais un peu dans le milieu de l'informatique et tout, tu vois. On était que des gamins de 15-16 ans, on bossait ensemble sur des forums, etc. Et moi, c'était genre dès le début, c'est comme si j'avais fait une équipe de gaming, tu vois. J'ai créé une team, j'avais fait des process, j'avais fait un logo. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans un truc où dès le début, je voulais faire les choses sérieusement. Et en vrai, ça, j'avais pas forcément d'exemple. C'était plus le côté quand je fais quelque chose, je veux le faire bien et le faire avec de l'ambition entre guillemets. Tu vois, genre j'ai souvenir de quand je suis arrivé à la fac. Je voulais rentrer dans une asso qui s'appelait Genepi, qui d'ailleurs a été dissoute depuis. C'était une asso qui intervenait en prison. Donc en gros, on venait en prison et on faisait soit des cours de français, soit des cours de maths, soit ce qu'on appelait des débats d'actualité. Moi, c'est ce que je faisais en l'occurrence. Et en gros, je voulais absolument rentrer dans cette asso. Sauf que j'étais trop jeune et je me prenais surtout trop tard à chaque fois qu'il y avait une inscription. Donc je me faisais recaler, je me suis fait recaler 1 fois, 2 fois. Et la 3e année, je suis rentré dedans, tu vois. Et quand je suis rentré dedans, alors que c'est du bénévolat pur et dur, je suis arrivé dans un truc de venez, on se prend au sérieux, tu vois. Et donc eux, ils étaient beaucoup dans le truc de vas-y, on est bénévole, on kiffe, etc. Et je me rappelle qu'on avait fait on faisait de manière régionale genre une espèce de une journée conférence, on faisait intervenir des gens. Et moi je l'avais pris au sérieux, mais de fou, tu vois. J'avais fait un site internet dans le dos de tout le monde parce que je savais qu'ils étaient dans un truc de non mais faut pas qu'on y aille. Toi, moi j'étais en mode on y va, tu vois. J'avais fait site internet, j'avais fait des affiches, j'avais réussi à connecter des gens qui étaient genre grave installés, genre un ancien député qui était venu, etc. Et j'étais en mode on le fait, mais non, on le fait ultra sérieusement, tu vois. Et c'était ce côté, je pense, de se dire on voit les choses en grand, comme ça quand on essaie d'exposer le truc, tu vois. Et je sais pas si j'avais des exemples de gens qui faisaient, si je pense que j'avais des exemples, mais des exemples, tu vois, genre Steve Jobs, enfin c'était vraiment des trucs énormes. Et c'était ça, je pense. En vrai, il y avait pas vraiment d'entrepreneur qui me l'idée, c'est plus ce truc de se dire le fait de créer à partir de zéro, tu vois. C'est ça. Et ce qui a longtemps été un problème pour moi, c'est qu'en gros, j'aimais bien le lancer, mais j'allais pas au bout. Tu vois, j'ai lancé beaucoup de trucs, beaucoup de sites. Je n'imagine même pas le nombre de sites que j'ai lancés, tu vois, d'idées comme ça. Ah tiens, j'ai vu un truc, ça va être une opportunité, je lance, tu vois. Et j'ai mis du temps à avoir du plaisir dans le fait de continuer un projet et de le voir évoluer. Moi, c'était vraiment la période de lancement. Ça a été genre, tu vois, ça pouvait, mais tout vraiment tout et n'importe quoi. Tu vois, genre à une époque, je me rappelle que pour une amie, je lui avais dit, écoute, t'as envie de faire un truc, bah viens, on va créer un truc. Ça s'appelait Podcaster du net.
C'était pour parce qu'à l'époque, tu sais, les youtubeurs, Oui. on appelait ça des Les podcasters. podcasts, ouais. Et du coup, je lui avais fait créer un site sur les podcasts. Et ce qui m'avait grave excité, c'était le lancement, tu vois. Donc en gros, on avait tout un plan, etc. Et puis après, l'exécution, ça m'intéressait moins, tu vois. Et j'ai mis du temps à trouver du plaisir dans l'exécution. Donc j'en sais plein de trucs qui n'aboutissaient pas très loin. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais créer un truc et je vais essayer de le développer sur la durée, tu vois. Et des exemples, franchement, j'en avais pas tant que ça. Non, mais ça, de toute façon, en vrai, tu le comprends au fil du temps que l'important, c'est pas de se lancer, tu vois, Ouais. entre guillemets. C'est pas de lancer des trucs, c'est effectivement de les continuer, Ouais. et de les faire prospérer et de monter de sorte à ce que ça devienne un gros truc, tu vois. entre C'est ça. Mais au début, c'est difficile parce que t'as ce truc de, c'est la fameuse courbe d'apprentissage. C'est que quand tu lances quelque chose, genre, moi déjà, mon truc qui me passionnait, c'était de créer le site internet. Donc déjà, je le crée au lancement. Et l'optimisation, ça m'intéresse moins, tu vois. Moi, je suis pas codeur, je crée des sites je fais des sites sur WordPress. Ce qui m'intéresse, c'est ça, tu vois. Et au fur et à mesure, et donc, du coup, dès que tu lances, tout est excitant, tu vois, tout est trop bien, etc. Et puis quand tu lances, au début, tu galères un peu. Donc il y a un peu ce truc de tu galères, donc tu prends moins de plaisir, il y a moins de progression, et quand tu continues, tu mets du temps à avoir tes résultats. Mais quand tu les as, limite c'est encore plus kiffant que le lancement. Tu vois, genre moi je me suis mis au référencement, donc ça c'est des trucs de long terme, et grâce au référencement, je commence à avoir mes visites qui explosaient, etc. J'étais assez bon dedans, tu vois. Et du coup ça c'était une autre source de plaisir que le lancement. C'est vraiment de se dire t'as vu j'en étais où ici, j'en suis où maintenant, tu vois. Après tes études, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lances directement après? Alors du coup, Sachant que tu t'étais lancé pendant tes études. c'est ça. Après moi en fait je vais distinguer les deux. C'est que quand je suis pendant mes études, je me lance en freelance, tu vois. Et puis c'est du side project. Exactement. T'es pas à 100%. Je suis pas à 100%. Et je pense que moi je fais une grosse distinction freelance entrepreneur, tu vois. Je pense que alors je dénigre pas les deux parce que pour le coup j'ai fait les deux et j'ai fait freelance pendant longtemps, et même si c'était du side project, je pense que j'en faisais quand même 10-15 heures par semaine, tu vois. Donc c'était quand même un truc qui était costaud, tu vois. Et mais dans ce côté freelance, effectivement, tu développes pas forcément un projet, tu développes le projet des autres, clairement. Et pour moi, c'est une autre forme de salariat en fait, qui peut être très intéressante, tu vois. Genre, moi j'ai kiffé être freelance pendant longtemps, mais ce qui me manquait, c'était ce truc d'avoir ce truc à moi, tu vois. Et comment ça se fait? En gros, je finis mes études en 2015. Et en gros, en 2014, je t'en ai parlé un peu au début, je suis parti faire 1 an à l'étranger, en Angleterre en l'occurrence, à Birmingham, avec des potes à moi. On est partis en coloc, tous ensemble, etc. Et à ce moment-là, je lance un podcast sur le rap. Mais on est en 2013, tu vois. 2014. 2014, je lance un podcast sur le rap sur YouTube. Un podcast de 30 minutes où je parle tout seul et j'explique des trucs sur le rap, tu vois. Donc en mode face caméra. Pas de caméra. Pas de caméra. Vraiment micro, full audio, ouais. Un micro, une cover que je faisais avec mes mails de reconnaissance de graphisme, et je parlais de rap, tu vois. Et c'était un peu mon projet de genre, parce que j'ai lancé toujours des projets en parallèle, et du coup je lance ce projet-là plus ou moins au moment où je pars en Angleterre, en me disant vas-y, bah là je pars, je fais des cours à distance, donc ça va me prendre encore moins de temps qu'avant, et donc du coup, en parallèle des trucs de freelance que je faisais, des 1 ou 2 sites qui étaient des side projects qui fonctionnaient un minimum, je décide de lancer un truc de rap. Et ça s'appelle Culture Rap. Il y a un autre qui a été créé entre temps, mais du coup le mien c'était Culture Rap. Et du coup, je décide de faire un site où je parle de rap, mais plutôt sous l'angle business et communication. Mes trucs, c'était de dire voilà, j'analyse la communication de Youssoupha, enfin tu vois, je décide de faire ça, tu vois. Et j'explique par exemple pourquoi La Fouine, en changeant de carrière entre temps, a fait un échec total. Et tu vois, d'ailleurs une de mes premières victoires, c'est que je fais cette vidéo, elle fait genre 30 ou 40 000 vues sur YouTube, et je me fais bloquer par La Fouine sur Twitter, qui retrouve le Twitter de la personne qui apparaît dans le podcast, tu vois. Et donc du coup, c'est mon premier truc, et je commence à faire des articles sur le rap, et comme je suis assez bon en référencement, je commence à faire quand même des visites assez rapidement, tu vois. Et à ce moment-là, j'essaie de la faire assez vite. J'ai ma meilleure amie qui d'ailleurs a créé entre-temps une marque de vêtements qui s'appelle Flotte, qui me dit ouais, toi qui parles tout le temps de rap, je te vois dans ta chambre parler de rap tout le temps, pourquoi tu décides pas de bosser dans le rap, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai jamais voulu bosser dans le rap parce que pour l'instant, il y a pas de thunes dans le rap, tu vois. Si t'as pas d'accès, tu vas nulle part, parce qu'en gros c'est un métier où les gens commencent très très tôt, tu vois. Et moi je viens de nulle part, donc en gros de ma petite province profonde, de réussir à bosser dans le rap, c'était quasiment impossible. Et je me dis vas-y, bah tu sais quoi, je vais essayer. Et j'essaye, et je contacte un label indépendant qui s'appelle Lean Record, le label de Medine, parce qu'à l'époque je suis fan de Medine. Et j'envoie un mail en disant bah voilà, moi je fais du référencement, je fais du community management, je crée des sites internet, et j'ai envie de bosser dans le rap. Et les mecs me disent bah écoute, viens, et on va voir ce qu'on peut te faire faire. Et là, je suis
c'est-à-dire dans un label indépendant, d'InRecord. En parallèle, je rencontre un gros média qui s'appelle Bouscapé, et je deviens rédacteur pour Bouscapé en parallèle. Donc je fais vraiment les deux. Je fais mes études, mon stage, Bouscapé et mes activités en parallèle, tu vois. Et pourquoi je te raconte ça, c'est qu'en fait, mon entrepreneuriat va décliner de ça. C'est que donc je te passe un peu l'histoire, mais je finis par continuer à bosser pour le label. Je m'occupe un peu de la partie, on va dire, gestion du label, donc plutôt ce qui va être demande de subvention, gestion des budgets, donc vraiment la partie un peu business du label, tu vois. Et en parallèle, je développe le média Bouscapé avec la partie aussi business, puisque je suis là plutôt pour les développer sur la partie, je les aide à faire ce qu'ils faisaient pas jusqu'à présent, du brand content. Et donc je fais moitié mon temps ça, 50% ici, 50% là-bas, tu vois. Et après mes activités en parallèle le soir. Et donc ça, on est en 2017. Et vraiment, c'est un moment où je bosse énormément et je kiffe de fou, puisqu'on développe le média. Et moi, il faut savoir que Bouscapé, c'est un média dont j'étais fan à la base, et c'est un média qui est le premier média dans le rap. Donc c'est vraiment un truc où je me retrouve à quasiment copiloter avec Ahmad, le boss du média, un gros média, tu vois. Et on se retrouve à avoir des discussions super intéressantes. On parle avec Apple Music, on parle avec Disney. En fait, on parle avec des marques que j'aurais jamais pu approcher autrement, tu vois. Et on essaie de leur expliquer pourquoi il faut faire des contenus en brand content avec ce média-là, tu vois. Donc je fais ça et je kiffe. Et pour le coup, je suis associé dans le média et je suis associé dans le label. Donc il y a un truc où je me dis, pour moi, c'est mon premier entrepreneuriat. C'est vraiment, je suis associé dans des boîtes que j'essaie de développer, tu vois. Mais je suis associé minoritaire. Et à un moment, je rencontre du coup des gens qui voient ce que je fais dans le média, surtout parce que le média du coup est visible. Hein. Quand tu vas dans un média, l'avantage c'est la visibilité. Et ils me disent ouais, c'est cool ce que tu fais. Est-ce qu'on peut pas faire d'autres choses, tu vois, ensemble? Et donc à ce moment-là, avec un de ces mecs-là, je crée une boîte d'édition. Donc je me retrouve à avoir 3 sociétés, tu vois. Et enfin être associé dans 3 sociétés. Et une boîte d'édition, en gros, c'est assez simple. On développe des artistes et des beatmakers. Et à un moment, il y a d'autres artistes qui viennent me voir et je me dis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une agence où, en gros, je vais réunir toutes mes activités de consulting au sein d'une même agence. En vrai, c'est un peu comme faire du freelance, mais avec une volonté que ce soit plus gros et d'avoir potentiellement des équipes. Et donc ça, c'est 2018. J'ai des artistes qui viennent me voir en me disant, écoute, on voudrait que tu nous aides à signer, on voudrait que tu nous aides à développer notre carrière, etc., etc. Et ça part de là. Donc je fais cette activité-là. Après mes contrats que j'avais en freelance, je les passe dans cette agence-là, qui devient du coup 135 médias. Et ça commence par là. Et du coup, j'ai eu la chance assez rapidement de bosser avec un artiste qui s'appelle RK, qui est un artiste au moment où je bosse avec lui, qui a un énorme succès. Mais vraiment énorme, tu vois, qui fait disque de platine au premier album. Disque de platine, c'est 100 000 ventes. Il y a peu de personnes qui font 100 000 ventes, encore moins à l'époque. Et du coup, comme moi j'ai un système du coup d'intéressement au résultat, bah forcément ça m'aide à me lancer. Je commence à générer un peu d'argent, plus les contrats que j'ai ramenés précédemment, et je commence à me structurer. Et donc ça, on va dire, c'est 2018. Donc 2018, en gros pour te la refaire en simple, 2015 je commence à bosser dans le rap en tant que stagiaire. 2017, je suis associé dans un média et dans un label. 2018, je crée mon agence et je mets toutes mes activités que j'avais jusqu'à présent dans mon agence. Tout ça, c'est allé au final assez vite. Ouais. Parce qu'en fait, tu pars de mec de campagne Ouais. qui fait des sites du social media et du référencement à quelqu'un qui a un réseau finalement. Ouais. En fait, quand tu te lances, t'as le réseau, Ouais. t'as l'expérience. Ouais. Et donc, en fait, c'est complètement naturellement que tu lances 135 médias. C'est ça. Et donc, ce que tu m'as dit, c'est que dès que tu lances 135 médias, un de tes premiers artistes buzz complètement. De ouf. Et donc ça, j'imagine que ça va contribuer au développement rapide de l'agence. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je lance 135 médias, c'est peu courant d'avoir des agences dans le rap. Tu vois, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que tu vas avoir des managers qui vont bosser individuellement avec des artistes, et tu vas avoir quelques freelances, et encore il n'y en a pas beaucoup, community managers, etc. Pourquoi ? Parce que au moment où je lance 135 médias, il y a finalement assez peu de labels indépendants qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire que la plupart des gens sont signés dans des contrats où ils donnent une grosse part du travail à la maison de disque, et aussi une grosse part des revenus. Ce qui fait que la maison de disque, en échange de pourcentage, fait une grande partie du travail, tu vois. Et du coup, moi j'arrive avec le raisonnement de me dire, au fur et à mesure de l'évolution de la musique, il y aura de plus en plus de gens qui vont avoir des contrats qu'on appelle des contrats de distribution. Le contrat de distribution, c'est quoi ? Si tu vas avoir une maison de disques, tu lui dis écoute, je fais tout. Toi, tu mets en ligne sur les plateformes de stream et en magasin. Et en échange, je garde 70% des revenus, voire 80%. Mais quand tu fais un contrat de distribution, du coup, c'est toi qui fais tout. Donc, tu as besoin de te structurer, d'avoir des gens pour bosser avec toi. Et du coup, moi, mon pari, c'est de me dire que tu pourras pas, à haut niveau, gérer ta carrière sans avoir des gens qui bossent pour toi, sachant que
en tant qu'artiste, employer une équipe en salarié dans ta boîte, c'est très compliqué. Parce que comme tu sors un album tous les 2 ans ou tous les 1 an, c'est-à-dire que qu'est-ce que font les mecs que t'as à temps plein pendant ce temps? Et donc, tu vas avoir le choix entre aller voir des petits freelances, les mêmes que moi j'étais quand je faisais des sites, tu vois, dans ma chambre pour des gens, mais qui du coup sont très bien quand t'es encore semi-pro amateur. Mais si tu veux à un moment avoir un niveau d'expertise aussi élevé que ce que proposent les maisons de disques, en te prenant un énorme pourcentage, il faut que tu aies des gens qui se développent, des agences qui se développent et qui soient là. Parce que moi, j'avais fait un moment une stage dans une agence, donc je voyais comment ça fonctionnait, en gros. C'est des mecs, en gros, qui ont des expertises et qui louent leurs expertises selon les projets à des clients, tu vois. Donc moi, je me dis, si les mecs deviennent indépendants, ils vont devoir faire le taf. S'ils veulent faire le taf, ils vont devoir avoir des gens pour le faire. Et donc, il y aura de la place pour des agences à un moment. Sauf que ce que j'avais pas anticipé, c'est que quand t'as passé ta carrière à céder des pourcentages et pas payer d'argent, c'est super dur de passer au moment où tu vas dire je garde les pourcentages et je paye des gens. Parce que c'est pas le même mindset, tu vois. C'est dans un truc où tu te dis, t'as pas l'impression de payer quand tu donnes des pourcentages. Tu dis au mec, écoute, un contrat de licence. Oui, c'est transparent. Tu vois, c'est genre un contrat de licence, c'est le gars il te laisse, on va dire maximum 30%, il garde 70% et il fait la communication et il investit dans la communication. C'est-à-dire que c'est lui qui paye tes campagnes marketing à ta place. Mais finalement, il paye assez peu. Ce qui te fait vraiment payer, enfin ce qui te fait vraiment prendre les pourcentages, c'est le fait qu'il te mette une équipe à disposition. Mais du coup, tu la vois pas l'équipe. On te dit ouais, t'as lâché 20% de tes revenus, 70% de tes revenus, 40% de tes revenus, tu le vois pas passer, tu vois. Et quand moi j'arrive en disant écoute, tu vas devoir me payer tous les mois un certain montant, bah c'est un autre raisonnement, tu vois. Et au moment où on lance ce modèle-là, c'est assez compliqué parce que les gens le captent pas et donc du coup, on y va progressivement. On recrute une personne, puis 2, puis 3 parce qu'on se dit ok, on va attendre que les gens soient prêts pour recruter des gens. Et surtout, j'essaie de pas faire l'erreur que beaucoup ont fait de se dire ok, les gens sont pas prêts à payer ou en tout cas pas prêts à payer cher. De ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une armée de stagiaires et je vais ou des freelances que je vais additionner autour de moi et on va faire entre guillemets du peu cher dans le but de pouvoir faire du volume et de gagner de l'argent grâce au volume. Mais moi dès le début je me dis mais ça sert à rien parce que le jour où les gens avec qui tu bosses vont prendre en compétence, tes stagiaires, tes alternants, etc. Toi ton but c'est de réussir à les garder. Mais si t'as habitué ta clientèle à payer 400, 500 euros par mois, t'arriveras pas à les garder, tu vois. Donc dès le début j'ai quand même ce raisonnement de se dire on va essayer d'imposer le modèle agence. Ça va prendre du temps, on n'est pas pressé, on va prendre le temps que ça va prendre, et à un moment, ça va devenir ultra naturel d'aller voir des agences. Et en vrai, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui sont lancés, il y a plein d'agences qui sont lancées. Nous, on a la particularité d'avoir beaucoup communiqué. Il y en avait sûrement d'autres avant nous, mais nous, on a vraiment cette logique de communication, tu vois. Et du coup, il y a de plus en plus d'agences qui sont lancées, et le fait qu'il y ait de plus en plus d'agences, ça a fait que les gens ont compris qu'il y avait de plus en plus de besoins. S'il y a des agences, c'est qu'il y a une raison, donc je peux passer par des agences, tu vois. Et clairement, aujourd'hui, c'est toujours aussi dur de faire payer les gens, tu vois, les clients. Mais par contre, quand tu vas aller voir en disant je suis une agence dans la musique, ça leur paraît ultra naturel. Ils comprennent qu'il y a des agences. Ils comprennent pas toujours ce qu'elles font, mais ils comprennent qu'il y a des agences. Ils comprennent pas toujours qu'il faut les payer, mais ils comprennent qu'il y a des agences, tu vois. Et donc vraiment, en l'espace de 5 ans, le terme agence dans la musique, c'est genre énormément d'agences qui sont lancées, tu vois. Et moi, je trouve ça super bien parce que le modèle sur lequel on a un peu parié à l'époque, aujourd'hui, il s'avère réel puisque le nombre de gens en distribution, le contrat dont je te parlais où du coup l'artiste a une plus grosse part mais doit tout faire lui-même, a explosé. Tu vois, quasiment tout le monde est en distribution et donc du coup tout le monde a besoin d'externaliser et d'avoir des gens pour les aider à bosser, quoi. Ouais, le modèle s'est complètement démocratisé ces dernières années, quoi. Exactement. Et du coup, forcément, vu que ça s'est démocratisé, le business s'est accéléré. Exactement. Aussi. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu veux me parler un peu plus du business de 135 Médias? Comment est-ce que vous accompagnez vos clients? Ouais. Et je sais que c'est sur 2 expertises, mais est-ce que tu peux me raconter tout ça? Alors, chez 135 Médias, on a 2 expertises. On a une expertise qu'on appelle business affaires et une expertise qu'on appelle label services. Je vais commencer par business affaires parce que c'est un peu notre cœur de métier à la base. Le business affaires, nous, ce qu'on appelle business affaires, c'est qu'on aide tout simplement les artistes à trouver des bons partenaires. Toi, aujourd'hui, imaginons, t'as un buzz, tu fais une vidéo sur YouTube, tu fais 1 million de vues, tu vas être approché par des éditeurs, des labels, des tourneurs. Donc, l'éditeur, celui qui va gérer la partie SACEM, le label, celui qui va te développer en tant qu'interprète, le fait que tu chantes, tu vas avoir le tourneur, celui qui va développer ta tournée. Enfin, voilà, dans la musique, t'as un écosystème de plein de partenaires. Et nous, notre pari, ça a été de dire, quand tu commences, quand t'as du succès, et même plus tard, t'es pas forcément armé pour négocier avec ces partenaires-là. C'est le rôle d'un manager. Sauf que les managers, dans la musique aujourd'hui, souvent c'est des mecs qui montent avec toi.
donc n'ont pas forcément l'expertise, tu vois. Ça, c'était le premier constat. Et après, on s'est rendu compte aussi que il y a des managers qui sont développés, qui ont une belle expertise, mais que nous, comme on fait que du business, que des signatures de deal, on a une expertise sur cette partie-là qui est encore plus poussée qu'un manager expérimenté. Donc en gros, notre combat, c'est quoi? C'est toi, t'arrives, on t'explique comment marche le business de la musique, on te dit, écoute, il va falloir que tu crées un label, c'est ce type de société, il va falloir que tu trouves un comptable, il va falloir que tu trouves un avocat, il va falloir que tu trouves un fiscaliste, il va falloir que tu trouves des partenaires. Il existe 3 types de contrats. On t'explique l'avantage de chacun, l'inconvénient de chacun, et on t'explique aussi quelles sont les maisons de disques qui existent, et on va t'aider à signer aux meilleures conditions. Ça, c'est notre taf. C'est vraiment de se dire que notre force, c'est de t'apporter comment ça fonctionne pour t'éviter de faire les erreurs. Sachant que dans la musique, en général, tes contrats, ils durent sur le long terme. Donc, si tu fais une erreur quand t'arrives, en vrai, t'en payes la moitié de ta carrière, quoi, tu vois. Et donc, là-dessus, on s'est structuré comme ça. Donc, le business à faire, nous, c'est, on va aider les artistes à se structurer, à gagner de l'argent grâce à leur musique et à avoir les meilleurs partenaires. Et on fait ça à assez gros volume, puisque je pense qu'on gère entre 30 et 40 artistes. Et on fait genre 30 contrats par an. Donc c'est vraiment, on va voir les mecs, on leur dit écoute, on les accompagne et on reste avec eux. Et dès qu'ils ont un nouveau contrat qui arrive, les contrats structurants, ceux avec les partenaires, on est là, on les aide à les renégocier, on les aide vraiment à avoir les meilleurs contrats possibles. Meilleur contrat veut pas dire forcément le contrat avec le plus d'argent. Veut dire le contrat le plus adapté à eux, avec le meilleur label, le meilleur partenaire et avec la meilleure structuration. Peut-être qu'il y en a qui voudront donner plus de pourcentage au label pour faire moins de choses, d'autres qui voudront donner le moins de pourcentage pour faire plus de choses. Et nous, on les aide à avoir le bon recul et à comprendre le business. Et donc ça, c'est la partie business à faire chez nous. On est et traditionnellement, c'est le truc qu'on a le plus développé. Et en fait, une fois que t'expliques aux mecs qu'il y a un meilleur contrat pour eux et que potentiellement ils partent en indépendant, il y avait besoin de leur proposer des services. Donc les fameux label services. Donc le label services qu'on a lancé au début, c'était la communication. Et là maintenant, ce qu'on propose aux artistes, c'est communication. Donc tout ce qui va être gérer les réseaux, gérer la stratégie pour lancer leur album, etc. Gestion de projet, donc tout ce qui va être organiser l'album, donc studio, mix, master, clip, image, donc vraiment tout ce qui va être produire l'album. On a aussi ajouté la partie marketing, donc tout ce qui va être investir de l'argent pour mettre en avant ton album. Donc ça va être prendre des campagnes d'influence sur TikTok, avec des médias, des sponsors, etc. Et la partie administrative qu'on vient d'ajouter, qui est la partie où tu vas du coup faire tes demandes de subvention, faire tes contrats avec les ayants droit avec qui tu as travaillé, gérer tes budgets, faire ton crédit d'impôt, parce qu'il faut savoir que la musique est très aidée en France. Mais sauf que peu de personnes dans le rap l'utilisent parce qu'ils n'ont pas forcément ce réflexe-là, tu vois. Donc aujourd'hui, chez 135, tu as vraiment 2 parties. Business à faire où on t'aide à trouver les bons partenaires. Label services où on t'aide à faire ta musique en communication, gestion de projet, marketing et admin. Et c'est vraiment une offre qu'on appelle à la carte où le mec vient et dit de quoi il a besoin. Tu veux que du business, tu peux. Tu veux de la communication, tu peux. Tu choisis ce que tu veux. C'est genre un catalogue. Tu choisis et tu prends ce que tu as besoin uniquement. Ok, génial. Et du coup, vous accompagnez 30 à 40 artistes? Oh, alors, en gros, en business, en vrai, je pense qu'on bosse avec... En fait, en business, on a genre 30 contrats actifs. C'est 30 artistes, je pense, avec qui on travaille régulièrement. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, si le mec signe pour 3 ans, en vrai, il revient nous voir au bout des 3 ans. Donc, c'est pas un truc qui prend énormément de temps au quotidien, tu vois. Et en partie label services, on va bosser avec 4 personnes par service. Donc, en gros, 16 personnes, on va dire. Donc, à l'année, on va bosser avec 16 personnes. Et en business, en actif, en nouveau contrat par an, on doit bosser avec 15 personnes. Donc, en vrai, on va dire, on va bosser avec 30 personnes vraiment actives. Et après, des gens qui reviennent nous voir selon leur projet, on va dire 40 personnes. Et vous êtes combien dans la team? On est 9. Ok. On est 9. Une petite équipe quand même pour gérer, équipe, gérer tout ça. Une petite équipe, mais bien structurée et plutôt efficace, tu vois. Et surtout, on essaie de faire un bon roulement dans le sens où, en gros, quand même, l'accompagnement dans la musique, c'est sur des périodes, tu vois, quand même précises. Typiquement, un album, label services, on bosse dessus sur 5-6 mois, tu vois. Et sur la partie, donc du coup, finalement, quelqu'un de chez nous, il bosse sur seulement 4 artistes à la fois, tu vois. Et côté business à faire, en gros, tu comptes 1 mois de taf par artiste. Donc, à l'année, si on fait 15 artistes, finalement, c'est 1 mois par personne, tu vois. Pour revenir sur les débuts de 135 Médias, comment ça se passe, les rencontres avec les artistes? J'imagine que ça se joue beaucoup sur du bouche à oreille. C'est-à-dire que si ça se passe bien avec un artiste, potentiellement, il va recommander à d'autres artistes. Ouais. En gros, comment ça se passe au début? En vrai, on a eu beaucoup de chance parce que finalement, quand on fait RK et que RK explose et qu'en plus on fait business et communication sur lui et que pour le coup on fait une vraie belle communication, assez rapidement ça nous fait de la visibilité. En parallèle, moi je suis encore chez Bouscapé, ce qui me donne de la visibilité. Et donc du coup, rapidement, bouche à oreille et exemple probant, ça aide. Tu vois, on va voir les gens, on dit écoute, on a fait ça,
et tac, et surtout au début on est 2, donc en vrai on n'a pas besoin d'énormément d'artistes pour et puis on n'a pas cette logique de volume, donc finalement on grossit progressivement, tu vois. Et clairement c'est du bouche à oreille. Après il y a eu quand même un moment décisif dans 55 médias, c'est du coup 2 ans plus tard pendant le Covid, c'est qu'en gros nous on a eu beaucoup de mal à communiquer. C'est toujours la même chose, hein. C'est genre cordonnier mal chaussé, donc en gros quand tu communiques tu fais la communication des autres, t'as du mal à faire la tienne. Et pendant longtemps, on a hésité, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on communique, parce qu'on veut pas communiquer à la place des artistes avec qui on travaille. Donc on a mis beaucoup de temps. Et il s'est passé un truc en 2020 qui t'a sûrement que tu n'as pas ignoré, c'est qu'il y a eu le Covid. C'était pas question d'après. Et du coup, pendant le Covid, en vrai, ça nous a fait pas mal de mal parce que étonnamment, le streaming a chuté. Mais vraiment chuté. C'est-à-dire que ce qui a pris on dit ouais, le digital, trop bien pendant le Covid, mais en fait, le digital sur certaines parties. Typiquement, la télé, Netflix, les plateformes, ça a explosé pendant le Covid. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont rien à faire? Ils regardent la télé ou ils regardent les plateformes. Ce qui est d'ailleurs une problématique aujourd'hui pour pas mal de plateformes qui ont cru que du coup l'utilisation qu'ils allaient avoir pendant le Covid allait rester, et ce qui fait qu'aujourd'hui un peu Netflix c'est compliqué, Disney ça commence à être compliqué, parce que du coup les gens consommaient pendant qu'ils étaient chez eux, ils étaient énormément chez eux, ils n'avaient pas grand chose à faire avec le chômage partiel. La musique c'est l'inverse. T'écoutes la musique quand tu vas au travail. Comme t'écoutes les podcasts quand tu vas au travail en général, tu vois. Et ce qui fait que quand le confinement est arrivé, les gens se disent ouais putain le streaming ça va exploser, ça va être trop bien, et en fait non, ça a descendu de 20-25%. Donc qu'est-ce qui se passe quand ça descend de 20-25%, que tu peux pas faire de clips étant donné que il y a le confinement, que tu peux pas aller au studio parce qu'il y a le confinement, du coup tout le monde met en pause ses projets. Et nous à ce moment-là, toutes les prestats qu'on a se mettent en pause. Et donc on se retrouve dans une situation où on est déjà 4 à ce moment-là, et en vrai y a pas grand-chose à faire. En plus, moi j'ai des freelances parce que maintenant j'ai quasiment j'ai que des salariés, tu vois. Et à l'époque j'avais des freelances que j'étais encore en début de création, etc. Donc du coup des gens que tu peux pas mettre en chômage partiel. Et je suis dans un truc où je me dis ils ont toujours été là, c'est pas le moment aussi de les mettre en chômage partiel. Donc je suis dans un truc où mes coûts ils continuent, tu vois. Et je me dis on va profiter du temps qu'on a là, qui est quand même assez long, pour réfléchir à la stratégie de communication qu'on n'a jamais osé faire. Et là, à l'issue du Covid, on lance une vraie communication. Je commence à faire des vidéos qui s'appellent Rap Deal, où en gros, j'explique le business de la musique. Et ça, pour le coup, ça a été un gros vecteur de business. Donc typiquement, t'es un artiste, tu tombes sur une vidéo qui t'explique comment marche le business. Tu dis, ok, le mec, son taf avec son agence, c'est d'expliquer comment marche le business. Les vidéos, elles sont cool. Je vais aller les rencontrer et on va voir ce que ça donne, tu vois. Et ça, en vrai, on va dire que maintenant, on a un tiers des gens qui viennent par des clients qu'on a déjà et des clients qu'on a déjà qui les conseillent à d'autres, tu vois. On a un tiers que nous on va chercher parce qu'il y a quand même un travail c'est de découverte d'artistes. Il y a un tiers qui viennent parce qu'ils ont vu en termes de communication sur les réseaux, tu vois. Donc ouais ça a été 2020, ça a été un changement important pour nous grâce à ça, tu vois. Ouais, donc lancement de la communication, toi tu te lances aussi sur cette typologie de format parce que avant ça t'es un peu discret. Ouais. Comment est-ce que tu vis le truc de te montrer justement? Alors c'est particulier parce que effectivement, moi j'ai jamais trop été un mec qui me se met en photo, qui racontait sa vie, etc. Ça m'a jamais trop plu, tu vois. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais aussi ce truc où, par contre, chez Bouscapé, c'était un média où on a décidé de mettre des gens en avant. D'abord des gens qui sont devenus animateurs, Bousca Colombien, Sarah, etc., qui sont devenus des petites stars à leur échelle. Et après, j'ai commencé aussi à demander au boss de Bouscapé, Ahmad, de se mettre en avant, tu vois. Et je mettais les artistes en avant. Donc j'ai vraiment un truc où pendant longtemps, ce qu'on appelle un peu un spin doctor, tu vois, tu mets toi en avant, fais comme ça, etc. Et du coup, je vois les désavantages de se mettre en avant. Et donc du coup, au moment de se mettre en avant, j'hésitais. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à le faire. C'est-à-dire qu'en gros, le projet, on l'avait peut-être depuis 1 an et demi, et à chaque fois, j'ai décalé parce que j'avais pas envie de le faire. C'était un truc de ouais, est-ce que se mettre en avant, c'est une bonne idée ou pas? Et puis à un moment, je me suis dit, en vrai, la mise en avant, pour avoir mis des mises en avant de plein de gens différents dans mon métier, elle dépend vraiment de ce que tu montres en gros. Et je me suis dit, si moi je me mets en avant en me positionnant sur un truc de business pur et dur, assez sérieux, voire même un peu chiant, pas du tout dans le divertissement, je me dis finalement ça correspond à mon image, tu vois. Je suis un mec qui est dans le business, qui parle de business, et je me dis finalement se mettre en avant de cette manière-là, sans en faire trop, ça va le faire. Et avec l'hésitation que ça fait, parce que surtout ce qui dérange au début, c'est au-delà de ce que ça peut avoir comme impact, c'est aussi l'image, tu vois, tu te renvoies, comment tu vas te tenir physiquement, tu vois, il y a tout ça qui rentre en compte. Et en plus, pendant le Covid, moi, j'ai pris grave du poids, tu vois, que j'ai toujours pas perdu d'ailleurs. Donc c'est le moment où je me dis, putain, en plus, c'est le moment où je prends du poids, que je vais commencer à faire des vidéos, tu vois. Et j'avais ce truc un peu de me dire, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire? Et finalement, je l'ai fait. Et en vrai,
j'aurais tendance à dire faites-le, parce que si tu le fais avec comment dire, pas avec parcimonie, mais en y allant doucement, c'est bien fait, tu vois. C'est-à-dire que si tu commences à en faire trop, je vois, parce qu'il y a ce truc un peu de, beaucoup de gens essaient de se mettre en avant parce que ça développe le business et c'est une réalité. Mais juste, faut savoir un peu doser. Et si tu doses bien, typiquement, nous, on fait pas trop de vidéos. Je sais pas de story en mode, ouais, les gars, on a lancé ça. C'est juste des vidéos écrites que je fais une fois tous les 2 mois où je dis, écoute, le business, c'est ça, etc. Et quand je prends la parole, je sais pourquoi je le fais et je sais à quoi ça me sert. Et ça me sert à développer mon business. Et ça, je pense, c'est le point important. Je pense qu'il faut prendre la parole pour développer ton business uniquement. Sauf si t'as envie d'être connu, tu vois. C'est cool aussi d'être connu. Mais moi, c'est pas un truc qui m'attire. Parce que comme j'ai vu des artistes être connus et en souffrir, je suis dans un truc où je me dis, moi, mes prises de parole, elles doivent avoir un intérêt dans mon business et dans ce que je vais faire dans ma vie, tu vois. Et moi, dans ma vie, ce que je vais faire, c'est du business. Donc si je parle de business, en particulier dans la musique, ça va me servir un jour ou l'autre, tu vois. Et en vrai, ça m'a servi de ouf. C'est la diff justement entre les gens qui sont présents au bon moment, au bon endroit pour les bonnes raisons. Ouais. Et effectivement, des gens qui vont chercher le star system, entre guillemets, et qui vont être hyper présents, qui vont publier sur les réseaux plusieurs fois par jour. C'est ça. Enfin voilà, et effectivement, c'est pas les mêmes objectifs. Et surtout, des fois, ils vendent pas la même chose. C'est qu'il y a des, tu vois, par exemple, imaginons, t'es un créateur de contenu pur et dur. Toi, ton truc, c'est qu'il faut que t'aies de l'audience. Et beaucoup d'audience, entre guillemets, pour commencer à la monétiser. Même s'il y a des exemples, enfin, même si ça change aujourd'hui, par exemple, typiquement dans les podcasts, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir une énorme audience pour commencer à le monétiser parce que c'est une audience ultra qualitative. Que moi, quand je lance mes vidéos, je me dis, mon but, c'est quoi? Il suffit que je tombe sur Nino. Je tombe sur Nino, il a vu tout seul ma vidéo, je fais une vue, il bosse avec moi, c'est bon. J'arrête tout. Ouais, c'est targeter la bonne personne, tu vois. Il y a ça qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, mon business, il est de faire du conseil et gagner de l'argent grâce à ça. Donc, j'ai pas besoin d'avoir plein de gens qui me connaissent. J'ai besoin d'avoir des gens qui font de la musique, qui marchent, qui viennent me voir et que je bosse avec eux. Donc, en gros, je me suis tout de suite mis dans un truc de niche, entre guillemets. Et la niche, ça a 2 avantages. En vrai, c'est plus confortable. Parce que du coup, t'as de l'excuse de pas marcher, parce que tu fais de la niche. Donc t'es pas dans ce truc de pression des chiffres. Parce que la pression des chiffres, elle existe, hein. Donc t'es pas dans ce truc de pression des chiffres. Et surtout dans la niche, t'es un peu tout seul. Donc tu peux faire ton truc comme tu veux, tu vois. Et moi, j'ai kiffé bosser dans les médias de niche. Parce que avant de bosser chez Bouscapé, qui est plutôt un truc mainstream, même si c'est du rap, mais ça reste mainstream, j'avais mes propres petits médias à moi, qui étaient des médias de niche, où je faisais de l'affiliation, etc. Et je me suis rendu compte qu'avec peu de visites, tu pouvais créer un business, créer une économie, tu vois. Et donc du coup, quand je fais ces vidéos-là et quand je décide de me mettre en avant, je me dis, ok, je vais me mettre en avant sous un certain angle, d'une certaine manière, parce que je veux maîtriser l'image que j'aurai. Et moi, l'image que je veux avoir, c'est la personne qui parle de business dans la musique. Tout simplement. Ouais, c'est hyper intéressant et ça me fait penser à... Moi, je connais quelques créateurs qui, font 10 000 vues, mais qui gagnent beaucoup plus que des mecs qui font des millions de vues et effectivement qui sont uniquement des créateurs de contenu, tu vois. De ouf. Donc, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça encore passionnant aujourd'hui, du coup, tu vois, par exemple, les podcasts, parce que justement, c'est justement ça, t'as une audience ultra précise, mais tu touches une audience qualifiée, tu vois. Et nous, par exemple, on va lancer un podcast, ça s'appelait Rap Boss, on va interviewer des mecs qui font du business dans le rap, un peu ce que toi tu fais, mais dans le rap, tu vois. Et moi, je trouve ça passionnant, tout ce truc de monétisation des communautés. Typiquement, il y a un truc que j'adore, c'est donc je trouve le principe passionnant, mais que j'ai du mal à appliquer dans mon business, c'est les newsletters payantes. Moi, je trouve ça trop bien. De dire, t'es un mec expert dans ton domaine, tu vas faire des newsletters payantes. Ou par exemple, tu vois, à l'époque, j'adorais aussi un système qui s'appelait Tipeee sur YouTube, où tu pouvais donner 2 € à un YouTuber. Et j'avais adoré ce système-là, qui d'ailleurs avait été créé par les mecs de My Major Company. My Major Company, c'était un site de crowdfunding où tu pouvais devenir coproducteur d'un artiste. Il y a Grégoire qui a explosé grâce à ça. Et ils ont écrit après Tipeee, où c'était en gros, tu donnes 1 ou 2 €, soit par mois, soit par vidéo, à des youtubeurs. Et le discours à l'époque des youtubeurs qui faisaient ça, c'était de dire, écoute, t'as les gros youtubeurs, Norman, Cyprien, etc., qui font des gros contenus humoristiques, pas ultra travaillés, mais des contenus qui peuvent faire à répétition. Moi, je fais des contenus ultra sérieux, ultra durs à faire, ultra longs. Je fais pas beaucoup de vues, ça intéresse pas beaucoup de personnes. Donc si vous voulez que je continue, vous mettez 1 ou 2 € par mois. Et tu vois, ce truc de se dire, ok, j'ai un positionnement qui est adapté à ce que je veux faire. Je fais pas n'importe quoi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ça sert mon message final. Je trouve ça trop intéressant, tu vois. Tu m'as parlé de ton podcast. Ouais. Quand cet épisode va sortir, ton podcast sera déjà sorti. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Du coup, moi, je suis passionné de podcast. J'en écoute beaucoup. Et du coup, je trouvais ça un peu dommage que dans le rap, on ait peu de contenu. Alors, 2 choses. Il y a peu de podcasts dans le rap, voire quasiment pas. Et surtout, il y a peu de contenu d'interview de professionnels dans le rap.
Et moi, j'ai été baigné par les interviews professionnelles. Ce qui m'a mis dans le rap aussi, c'est que je lisais sur un magazine qui s'appelle l'ABCDR du son. Je lisais des interviews de mecs de la musique. Il n'y en avait pas beaucoup, de business de la musique, pas forcément les artistes. Et t'avais des interviews genre de 4-5 pages que je lisais quand j'étais à la fac et j'étais genre fou, tu vois, je lisais le truc, je connaissais quasiment par cœur, parce que c'est comme ça que j'apprenais, parce qu'à l'époque c'était super dur d'apprendre comment marche le business de la musique, tu vois. Et donc du coup je me suis dit, j'adore les podcasts, je pense qu'il faut des interviews de professionnels de la musique pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, on va juste faire un interview de professionnels de la musique. Et du coup c'est Rap Boss, on lance ça du coup début mai. Je voulais lancer ça en janvier et je me suis dit il faut que je lance avant mon anniversaire. Je lance le podcast le 3 mai, mon anniversaire c'est le 6 mai, tu vois. Donc en gros je me suis dit, je m'étais mis une date limite et j'ai rogné du bout de la date limite, quoi. Et encore heureusement que Flora et Tim se sont tués pour qu'on arrive à le sortir à temps, parce que sinon ça sortait en juin, tu vois. Et donc du coup voilà, ce podcast là c'est des podcasts d'1 heure où j'interviewe des professionnels de la musique. Ça peut être des managers, des producteurs, des boss de label, des directeurs artistiques, et ils vont du coup expliquer leur métier, leur parcours et surtout les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Parce que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que la musique, c'est un milieu en perpétuelle mutation. Et l'idée de s'interroger sur ces mutations, c'est aussi des choses intéressantes. Tu vois, là, il y a l'arrivée de TikTok qui a fait beaucoup de changements. Là, il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, où tu vois des mecs qui commencent à faire des morceaux grâce à ça. Donc t'as beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. L'idée c'est parler de ça. J'avais dit la mutation des contrats. On est passé des contrats où la maison de disque avait beaucoup de pourcentage à des contrats où la maison de disque en a très peu. Donc ça c'est eux dans leur métier c'est des raisonnements de tous les jours. Donc c'est ça qu'on essaye d'aborder dans ce podcast. Et donc le premier épisode sort avec le premier distributeur de PNL et Jul, c'est ça ? Exactement, avec Julien Cartudo qui est le fondateur de Musicas. Donc on vous parlait des contrats de distrib depuis tout à l'heure. En fait c'est le mec qui a amené les contrats, qui a inventé les contrats de distrib en France quasiment. Et ce gars-là, pendant 15 ans, il a un peu galéré jusqu'à signer Jul, PNL. Il a fini par revendre sa boîte à un plus gros acteur qui est Believe, qui est une boîte qui s'est aussi montée sur la distribution, mais plutôt sur le côté digital, et qui est maintenant une boîte cotée en bourse. Et il a revendu du coup sa boîte, et il a fini par recréer une boîte avec Universal. Donc tu vois, c'est vraiment ce parcours-là que j'essaie de voir avec lui. Il raconte des choses super intéressantes sur les artistes qu'il a fait, mais aussi sur sa volonté de revendre sa boîte, ce qui est quelque chose d'assez rare en plus dans la musique. Et surtout de recréer une boîte derrière avec ton ennemi de toujours, puisque lui il s'est construit face à Universal et il recrée une boîte avec Universal. Donc ça, je laisserai les gens l'écouter. Le teasing est parfait. On mettra le lien en description. Merci. Pour revenir à 135 médias, dernière petite question, c'est quoi un peu sur cette partie, le podcast est loin d'être fini. Okay. C'est quoi un peu les objectifs futurs de l'agence ? Alors, à part signer Nino. On en a parlé sur cette histoire, on s'est rencontrés dans une soirée et je me rappelle avoir dit à plusieurs reprises que mon but c'était de signer Nino. Moi, mon objectif, c'est assez dur au quotidien. Enfin, c'est assez dur au quotidien. Ça prend pas mal de réflexion. C'est que je veux surtout pas m'enfermer dans un modèle. C'est-à-dire que la musique est en mutation et les agences comme la nôtre poussent à cette mutation-là, puisqu'on propose du coup des services externalisés qu'avant tu pouvais pas avoir comme ça. Et du coup, mon but c'est dans un truc où je veux absolument que 135 médias s'adaptent constamment, tu vois. Et donc mon plan, j'en ai pas vraiment. Mon plan, c'est de m'adapter aux artistes, d'aller sur des artistes de plus en plus gros, de les accompagner de plus en plus et de pouvoir adapter complètement mon modèle. Peut-être qu'à un moment je vais faire un switch, je sais pas, devenir un label, ou alors peut-être qu'à un moment je vais décider de faire plus que du business, ou alors on va faire plus que la communication, plus que de l'administratif. C'est vraiment dans un truc où je veux avoir une parfaite flexibilité pour les artistes. Et ce que j'essaie de faire déjà aujourd'hui, on est dans un truc où tu dis ok, en gros on a 5 expertises, business, communication, gestion de projet, etc. Et le mec choisit ce qu'il veut. Et aujourd'hui, j'ai une flexibilité dans les expertises proposées, que je trouve super intéressante. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir une flexibilité dans les types de contrats pour les proposer. C'est-à-dire que, actuellement, comment ça fonctionne? En gros, quand je fais du business, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Je te signe un contrat, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Que je fais d'ailleurs supporter à moitié par ton partenaire. Quand je fais du label services, je prends un fixe. Tu vois. Et ça, c'est mon modèle. Et mon but, là, dans les prochains mois, c'est de pouvoir faire évoluer ce modèle-là. Que le mec qui vient me voir en disant, écoute, je veux ton expertise en prestation, j'aimerais payer peut-être une partie en fixe, une partie en variable, etc. Parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens, et ben, je veux pouvoir m'adapter et proposer ce genre de choses. Mais du coup, il faut trouver le bon business model, parce que si tu commences à l'adapter sur des artistes qui fonctionnent pas, tu commences à perdre de l'argent. Et toi, tes coûts, ils sont fixes, ils sont pas variables, tu vois. Donc c'est un peu ça mon objectif, c'est d'être dans un truc où je veux constamment m'adapter à l'évolution du marché, que ce soit en termes d'expertise ou en termes de manière de travailler avec les artistes. Ok,
super cool. On va pouvoir passer à la partie bilan du podcast avec 2 petites questions. Ouais. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure depuis 2018 ? Je pense que j'ai un moment en tête ultra particulier, c'est l'après-Covid. En gros, on est enfin après Covid, pendant Covid en vrai. On est genre en août 2020. On est en août 2020. Et c'est encore le début de ma boîte. Parce que pour le coup, vraiment, je pense que le moment où on a commencé à vraiment... Parce qu'en vrai, on se crée en 2018. 2019, on commence à structurer. 2020, c'est une année blanche en vrai. Donc finalement, moi, ma boîte, elle a vraiment commencé à se développer en 2021-2022, tu vois. Donc je suis encore au tout début. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai une petite équipe. J'ai une personne qui gère mon admin. J'ai une personne qui m'assiste et qui est stagiaire à ce moment-là. Et j'ai 2 alternants, tu vois. Et j'ai tous mes contrats qui sont en pause. Et à ce moment-là, à cause du Covid, enfin même pas à cause du Covid, à ce moment-là, il y a un concours de circonstances qui est que la personne qui gère mon admin, qui est en freelance et qui bosse pour moi, elle doit partir parce que les autres boîtes avec qui elle bossait l'ont lâché, et donc du coup, elle doit prendre un taf salarié, et moi, j'en ai pas besoin H24 pour pouvoir prendre un taf salarié, donc je perds cette personne-là. J'en ai un autre qui était alternant chez moi, et qui finalement, on continue pas ensemble, et donc du coup, lui, il arrête. J'ai mon assistant qui est en école de commerce et qui doit faire une année de césure à l'étranger, tu vois. Donc qui a essayé d'esquiver grâce au Covid, mais comme il peut pas esquiver, il est obligé de partir. Et du coup, il reste qu'une seule personne, la première personne qui m'a rejoint, Milan, qui reste avec moi. Donc à ce moment-là, je suis dans une situation où mon équipe elle repart à 0. J'ai plus qu'une personne avec moi et j'ai tous mes contrats qui sont en pause. Et en plus de ça, j'ai une grosse maison de disques qui vient me voir en me disant, écoute, on voudrait recruter pour devenir boss d'un label chez nous, tu vois. Et le Covid n'est pas fini. On est en 2020, on sait pas comment ça va évoluer. Et forcément, les conditions sont intéressantes. T'es en CDI, on m'autorise à garder ma boîte, même si, justement, comme elle est en période de transition, c'est le moment où je me dis, mais je peux la garder, mais si je suis pas là pour la développer, c'est mort, tu vois. Et donc à ce moment-là, je me dis, est-ce que j'arrête ce que je fais pour rentrer dans cette boîte-là, qui est une boîte prestigieuse, gérer mon propre label, avoir le salaire qui va avec, d'autant plus que moi, avec mon business, comme j'ai un système de pourcentage, bah même si demain j'arrête mon business, je continue à toucher de l'argent pendant un certain nombre d'années, donc autant dire que en ce moment j'aurais fait full package, on va dire, et je me pose la question, et je me dis 2020, du coup j'ai 26, tu vois, je me dis c'est un peu peut-être le moment de faire ce switch là. C'est le moment où je vois tous mes potes acheter des apparts, des maisons et tout, je me dis c'est le moment aussi où je pourrais enfin emprunter de l'argent, et j'hésite, et je me dis bah non, c'est mort, je dis non le plus vite possible, parce que sinon après plus t'hésites plus c'est relou. Je dis non et je me relance dans le truc, et là j'ai de la chance puisque je recrute une nouvelle équipe, on grossit énormément, et finalement j'ai bien fait de laisser tomber, parce que finalement au moment où j'arrêtais, j'étais 3 ou 4 fois plus petit qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc en gros j'aurais arrêté, et je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose, mais à ce moment-là je me dis il peut se passer quelque chose, mais s'il se passe rien, t'as quand même l'air con, quoi, tu vois. Et donc à ce moment-là j'ai un peu hésité, mais j'ai hésité genre une semaine, tu vois. C'est un choix fort, parce que t'es dans un contexte de merde, Ouais. le Covid. T'es dans une période de doute, parce que du coup il y a une escalade de choses négatives qui t'arrivent, mais du coup tu fais quand même le choix fort de rester focus sur ton business. Et du coup c'est un choix fort, mais je dirais que ça peut être aussi un choix de confort. Il y a 2 raisons. Enfin, la première, pourquoi c'est un choix fort, c'est que effectivement, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai dit non aussi, qui fait que je relativise le choix fort. C'est qu'en gros, déjà mon objectif, je te l'ai dit depuis que je suis gamin, c'est être entrepreneur. Et je savais que le confort c'est un piège. Et donc je savais que si je commence à rentrer dans une boîte où je gagne très bien ma vie, où j'ai tous les avantages qu'il y a, congés payés, j'aurais beaucoup de mal à repartir de l'autre côté. Et ça voulait dire sacrifier, et au-delà de l'aspect financier, parce que en vrai, être boss d'un label à 26-27 ans, c'est un gros coup en vrai, tu vois. C'est un gros coup, dans ma carrière, ça aurait été chaud. Mais je me dis, je rentre dans un confort. Et moi, c'est pas le confort qui m'a animé depuis le début, tu vois. Je suis pas intéressé par ça. Donc, je me dis, si je rentre dans le confort, c'est fini, j'arrête plus, tu vois. Et l'autre raison, qui pour le coup est l'inverse, c'est que avoir sa boîte, c'est confortable en vrai. Parce que, alors certes, il y a l'aspect financier qui est stressant, pouvoir payer les gens avec qui tu bosses, ça c'est relou. Mais par contre, finalement, c'est toi qui décides. C'est toi qui réussis ou qui échoue.
Et c'est toi qui décides de mettre en avant tes échecs ou tes réussites. Que là, t'arrives dans un label. T'es nommé à la tête d'un label, t'es peut-être le mec le plus jeune à être nommé à la tête d'un label à ce moment-là. T'as toujours fonctionné. Est-ce qu'on vient me chercher parce que ça fonctionne ce que je fais? T'as toujours fonctionné dans ton business à toi. Et les gens trouvent ça si, ouais, ça fonctionne ton business, mais ils pensent que ça fonctionne d'extérieur, tu vois. Ils savent même pas à quel point ça fonctionne. En vrai, à l'époque, ça a fonctionné, mais c'était du potentiel. Ça fonctionnait pas vraiment, tu vois. Et du coup, d'un seul coup, on dit, écoute, vas-y, t'as toujours réussi dans ce que tu fais, rentre chez nous, tu vas rendre des comptes à quelqu'un, et il faut que ça marche. Bah, en vrai, à ce moment-là, je me suis peut-être dit aussi, c'est peut-être une bêtise, de dès maintenant, alors que ce que je fais, ça marche, d'aller dans un truc où ça se peut, j'ai même pas réussir à le faire correctement. Ouais, en fait, t'as beaucoup plus de pression. Ouais, t'as pas la même pression. Et puis même, si ça se passe mal, tu peux sauter du jour au lendemain aussi. Que là, moi, je peux pas sauter. Moi, genre, je peux merder, je peux pas sauter, tu vois. Je peux être nul, je peux pas bosser pendant, je peux être nul, je saute pas, tu vois. Ouais. Ce qui va me faire sauter, c'est le jour où il y a plus d'argent. Mais je suis dans un truc où, là, tu rends des comptes qu'à toi-même. Et c'est agréable de rendre des comptes qu'à toi-même. Et surtout, quand ma motivation à moi, elle a jamais été de, tu sais, à un moment, je me suis dit, ça m'intéresse même pas, en vrai. J'aurais fait ça pourquoi? Pour faire un emprunt et m'acheter une baraque, mais ça me sert à quoi, tu vois. Mon but, c'est de bosser et de créer ma boîte. Donc, en vrai, j'aurais eu cette maison, j'aurais été content, j'aurais fait quoi après, tu vois. Donc, ça a été un choix intéressant. Et surtout, et là où je pense qu'il y a une vraie leçon à prendre de ça, c'est que le label chez qui je suis pas allé, j'ai créé une vraie relation avec le mec en question, parce que je pense que j'ai eu l'intelligence de lui dire non tôt, tu vois. Et d'ailleurs, c'était le conseil de ma copine qui me disait, dis-lui non tôt, parce que c'est un mec avec qui tu vas faire du business un jour. Enfin, mon taf, c'est de signer des mecs dans des labels. Donc si je fais patienter et que je fais galérer un mec trop longtemps, ça va être négatif pour moi. Et du coup, en l'occurrence, je lui ai dit non tôt en lui expliquant pourquoi. Et derrière, on a bossé d'une autre manière, puisque on bosse déjà comme on fait aujourd'hui, mais même on a créé des partenariats un peu stratégiques qui me permettent aujourd'hui de développer ma boîte beaucoup plus vite, tu vois. Donc en gros, savoir dire non bien et vite, c'est important de ouf. De ouf. On a parlé du moment le plus difficile. Ouais. Là, l'autre question, et la dernière de cette partie, c'est quel a été le moment le plus marquant d'un point de vue positif de cette aventure? En fait, la musique, ce qui est particulier, c'est que ça va très très vite. Par exemple, quand tu compares à d'autres activités comme le cinéma, tu sors un film, tu mets 2 ans à le bosser, il sort, tu regardes les 45, c'est genre les ventes qui sont faites à Châtelet, tu les extrapoles et tu sais si t'as réussi ou pas, tu vois. Mais tu mets 2 ans à le faire. Que dans la musique, t'as des petits plaisirs et des petites déceptions constamment, dans le sens où un artiste, il va sortir peut-être 10 morceaux par an. Donc tu fais ça, tu bosses avec 20 artistes, tu fais 200 sorties par an, donc t'as constamment de l'adrénaline. Je pense que une de mes satisfactions, je pense que ça a été quand on a eu nos premiers locaux. Parce que en termes de business, ça dit beaucoup de choses. Déjà, on a galéré à les trouver. On a mis peut-être 6 mois à les trouver. Et je remercie Gabriel qui m'a aidé là-dessus et on a vraiment galéré à les trouver. Et une fois qu'on les a trouvés, c'était pas fini parce qu'il y a eu un problème où en gros liquidation judiciaire du précédent, donc bloqué, problème de mise aux ordres, enfin une galère pas possible. Et en fait, quand on les a eus et qu'on était dans un coworking jusqu'à présent, quand on les a eus, qu'on les a décorés à notre sauce, et qu'on a nos premiers clients avec qui on bosse depuis longtemps qui sont arrivés et qu'on dit ah putain c'est cool que vous en arriviez à avoir vos propres locaux, que vous développez comme ça, tu vois, en vrai ça a été satisfaisant. Et ça a été aussi une période où comme on a notre coworking qui a fermé, Morning Coworking, je vous déteste, comme on a notre coworking qui a fermé et ils nous ont planté, genre on s'est retrouvé et qu'en parallèle mes locaux étaient bloqués les locaux qu'on étaient bloqués pour des raisons judiciaires, on s'est retrouvé pendant 2 mois en télétravail où on louait justement des espaces un peu comme aujourd'hui, tu vois, pour pouvoir se réunir. Et du coup, le fait de tous se retrouver au bout de 2 mois après les travaux, etc., après avoir les locaux, ça m'a vraiment fait un truc de putain, c'est cool. On est une vraie équipe. J'ai la chance de pouvoir salarier tous ceux qui bossent avec moi, de créer de vraiment avoir un truc périn. Et ça, c'était un accomplissement quand même, tu vois. C'était un accomplissement de réussir à voir que la boîte avance. Et ça, c'était il y a 1 an. Et entre temps, on a continué à grossir, donc c'est appréciable, tu vois. Ouais, puis c'est un cap important dans un business, dans une entreprise, tu vois. T'as aussi le premier salarié, les premiers locaux. C'est ça. Enfin, c'est des choses qui marquent, tu vois. De ouf. Et surtout quand t'as des locaux à toi, t'as ces notions d'engagement. Et de t'obliger de te projeter. Parce que quand t'as un coworking, tu changes facilement. Quand t'as des locaux à toi, faut que tu te projettes sur plusieurs choses. Déjà, est-ce que t'as l'argent pour tenir? Sachant quand t'as des locaux, tu vois, genre tu te retrouves à sortir énormément d'argent. Je pense que à la prise des locaux, j'ai dû dépenser 50-60 000 euros, tu vois. Donc faut les sortir. Et la deuxième chose, c'est il faut que tu te projettes, ça t'oblige à te poser des questions sur je me projette parce que comme tu t'engages sur 3 ans, tu te dis ok, ma boîte elle sera à quoi dans 3 ans? Est-ce que je vise suffisamment gros ou parce que finalement t'es là, on est 6. Si tu dis je prends des locaux pour 6, tu peux plus grossir.
Et à l'inverse, si tu dis je prends des locaux pour 15 et que tu restes à 10 toute ta carrière, t'as payé 5 places de trop pour rien, tu vois. Donc c'est un moment où tu te poses aussi en te disant écoute, et moi c'était l'occasion aussi de me poser en me disant écoute, il me faut combien de places parce que c'est quoi mon business, vers quoi je veux aller. Et comme moi j'ai pas un modèle de volume et j'ai pas un modèle scalable en vrai, tu vois, moi mon business c'est de trouver les bons artistes pour gagner plus d'argent par artiste. Tu peux pas l'automatiser. Je peux pas l'automatiser ça. Et donc je suis pas dans un truc où t'as des startups qui recrutent 50 personnes. Moi mon truc c'est de dire il faut que j'ai les bons artistes et les bons salariés. Et donc du coup ces moments-là où tu te dis ok je vais prendre quelle place, quelle taille, etc. C'est aussi des moments où tu te poses et c'est assez agréable de te dire ok je me vois où, tu t'imagines des scénarios et tu te dis ok mais en vrai mon business ça va être ça et il va falloir que je fasse comme ça, tu vois. Ok. Super, super intéressant. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur l'entrepreneuriat, des questions un peu plus génériques. Mm-hmm. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure? Je sais que des rencontres, il y en a plein, il y en a des centaines, mais une en particulier, tu vois, qui a été peut-être un change maker important dans ton parcours. Il y en a eu plusieurs, mais je pense que je vais dire la première. Parce qu'en fait, en vrai, les autres, elles sont arrivées, il y en a eu plein, tu vois. Je pense notamment à Matt de Bootcamp, etc. Mais je pense que le premier truc qui a été décisif dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré Alassane Konaté, qui est devenu entre-temps boss d'un label chez Warner, tu vois, Eddie, qui fait des belles choses. D'ailleurs, on fait des belles choses ensemble aussi, puisqu'on a plusieurs artistes qu'on a signés chez lui. Il était directeur du label Dean Records, donc label indépendant qui produit Made In. Un label au Havre, paumé, qui, on va se dire la vérité, n'avait pas tant de succès que ça. Parce que il développait du rap conscient, à une époque où ça marchait plus, etc. Donc je postule chez eux parce que, comme je disais, fan de Made In, moi je connaissais pas vraiment le label, je connaissais Made In. Et j'arrive là-bas, je rencontre le mec. Et je rencontre le mec, et on fait une journée entre guillemets test ensemble, où je suis avec lui, etc. Et du coup, moi j'ai 21 ans. À ce moment-là, tu vois, j'ai 21 ans. Alors, j'ai fait plein de trucs parce que je faisais du référencement, etc., mais j'ai 21 ans, je suis encore jeune, je suis très déterminé, très sûr de moi, mais j'ai quand même que 21 ans et il est quand même assez impressionnant, tu vois. Et à la fin, c'était genre l'entretien de stage, et à la fin de la journée, en plus, c'était genre le 2 janvier, un truc comme ça, tu vois, j'ai un pote, Nico, merci à toi, qui m'emmène jusqu'au là, parce que moi, j'ai toujours pas le permis, etc. Et on fait pendant une journée, lui va voir sa mif et moi, je reste avec Salsa. Et donc, Alassane, à la fin de la journée, il me dit, écoute, t'es brillant. Je pense que t'es extrêmement brillant, je pense que je suis pas assez gros pour te garder, mais viens avec moi pendant 2-3 ans, on nique tout, après tu pars ailleurs. Et tu dis ça à un mec qui va être stagiaire chez toi, tu vois. Donc tu te dis, le mec me donne une considération impressionnante au moment où je parle avec lui, tu vois. Et surtout au moment où je parle avec lui, en vrai, j'y connais rien à la musique. C'est juste que, vas-y, il a senti un potentiel. Et il a senti un potentiel avec pas mal de monde, c'est vraiment un découvreur de talent, tu vois. Et en gros, ce mec-là, encore aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui me motive, tu vois, et qui m'a motivé parce qu'il a su me donner la confiance au bon moment. Et je pense que tout ce que j'ai fait après, tu dis que ça a été vite, c'est aussi parce que je suis tombé sur quelqu'un de bienveillant quand je suis rentré dans la musique, qui m'a poussé dès le début. Et ce qui est pas toujours le cas, parce que t'as beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un qui est déterminé, qui arrive et qui a beaucoup envie, surtout dans la musique où c'est un milieu où il y a peu de place, tu vois. En vrai, dans la musique, dans le rap, t'as 500 personnes qui bossent à tout péter en France, tu vois, à des postes entre guillemets où il se passe quelque chose de professionnel. Donc en gros, le mec qui arrive et en vrai déjà il prend potentiellement ta place, tu vois. Et surtout que j'ai 500 personnes toujours confondues. Donc dès que tu commences à dire ouais, moi je vais être boss de label, il y a peut-être 40 boss de label. Donc en gros le mec il arrive potentiellement, il vient de prendre ta future place, tu vois. Et lui dès le début, il m'a extrêmement motivé en me donnant confiance, en me disant vas-y fonce, tu vas y arriver. Et c'est ce qui fait que j'ai eu la chance d'être dans un milieu, de grandir avec des gens bienveillants. Et je pense que ça a aussi dicté la suite des gens que j'ai rencontrés, les atmosphères dans lesquelles j'ai vécu. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la musique c'est un milieu dur, les gens sont des requins, etc. Et moi je l'ai pas vécu parce que j'ai commencé avec un mec bienveillant. Pour moi la musique c'était bienveillant. Et donc du coup après j'ai rencontré des gens bienveillants sur mon passage et les gens pas bienveillants, je les ai évités. Et j'ai essayé de créer une atmosphère bienveillante avec les gens avec qui je travaille, tu vois. Donc en gros, je pense que j'ai créé ma bulle parce que dès le début j'étais avec quelqu'un de bienveillant qui m'a donné confiance en moi. Enfin j'avais déjà confiance en moi mais pour le coup pas autant que ce que lui, j'avais pas autant confiance en moi que lui avait confiance en moi, tu vois. Et il m'a mis dans un atmosphère bienveillant qui je pense m'a suivi tout le long de ma carrière. Et donc ouais, je pense plus grosse rencontre à Alassane Konaté, directeur de Eddie et Dean Records. Tu vois, dans la centaine d'épisodes que j'ai pu faire, ouais. C'est toujours un exemple qui revient. C'est-à-dire qu'il y a cette première personne qui te fait confiance,
qui est un élément ultra important pour la suite. Et en fait, sans cette première personne, potentiellement, ça aurait été beaucoup plus difficile. De malade. Et du coup, le combat, c'est de trouver cette première personne. Et trouver cette première personne, je pense que c'est aussi par exemple, je parlais de la bienveillance. En vrai, moi, quand j'ai écouté Medine, dans ses morceaux, il disait « Ma paroisse, c'est Dean Record ». Donc, il mettait en avant son label. Et Medine, c'est un mec, pas forcément, les auditeurs le connaissent pas forcément, tu vois, mais c'est un mec où, en gros, qui fait du rap conscient, enfin, qui faisait du rap conscient, il a un peu évolué, et qui était un quelqu'un qui était vraiment dans l'apprentissage, dans le côté positif, etc. Et donc, du coup, je pense que j'ai été naturellement attiré par son discours. Et c'est fait que j'ai eu la chance de postuler chez la bonne personne. Et je pense que, en gros, faut trouver son mentor dans sa vie, c'est pas simple. Et je pense que son mentor, t'es attiré par les mentors entre guillemets qui te ressemblent, tu vois. J'aurais pu décider d'aller chez un manager un peu aigri, d'un rappeur très égo trip, et tu vois, dans un truc de ouais, on est là pour le bling bling, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est un mec qui mettait en avant le côté on est entre nous, parce que c'est dans ces textes, on est entre nous, on se développe entre nous, on a besoin de personne, tu vois. Et je pense que c'est ça. Et vraiment, la personne que tu choisis, entre guillemets, en mentor, même si tu le choisis pas, mais en vrai, tu provoques la rencontre. Moi, c'était un mail, tu vois. Et bah, cette personne-là, elle va décider beaucoup de choses dans ta vie, tu vois. Avant de passer à la partie finale du podcast, ouais. Un jeune aujourd'hui qui se lance dans la musique, ouais. C'est quoi ton conseil, tu vois? Mon conseil, il est simple. Faut bosser. Faut bosser en dehors de ce que enfin, il faut que tu fasses des choses. Et faire des choses, aujourd'hui, pour moi, il y a 2 facilités de le faire, 2 choses simples pour le faire. La première, c'est bosser dans un média bénévole. Il y en a plein des médias bénévoles, tu vois, qui font pas d'argent, etc. Et tu bosses avec eux, et tu essaies de bosser avec eux, mais sérieusement. Moi, typiquement, le fait d'avoir eu mon propre média, ça m'a permis derrière d'être repéré par Bouscapé. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec Bouscapé. Ils m'ont fait venir pour, à la base, les articles que j'écrivais. Qui m'a permis derrière de m'occuper du business avec eux, tu vois. Donc je suis parti des articles, j'ai fini par faire du business. Et pourquoi ils ont vu mes articles? Parce que je faisais des articles qui fonctionnaient. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias, donc tu étais un peu obligé, il n'y avait que des médias pros, il n'y a pas vraiment de médias bénévoles. Maintenant, il y a une quantité de médias bénévoles. Je pense qu'il faut essayer de trouver le média qui correspond à ce que tu veux faire plus tard. Par exemple, tu vois, il y a un média qui s'appelle Ventrap, que moi j'aide beaucoup, qu'un média qui parle de business. T'as envie de bosser dans le business, dans la musique, d'être plutôt vraiment côté business, va les voir et dis-leur, écoute, j'ai envie d'écrire pour vous et je vais me tuer pour faire des articles qui tuent, pour que vous me preniez. Et je veux pas gagner d'argent, je vais bosser ça pendant longtemps, mais ça va me permettre d'avoir de la visibilité. Ou alors, ton truc c'est plutôt t'aimes bien la découverte d'artistes, bah t'as un média qui s'appelle Pépite par exemple, qui fait de la découverte d'artistes, donc tu peux essayer de bosser avec eux. Mais par contre, quand tu vas avec eux, n'y va pas en kiffeur. Vas-y comme si t'étais salarié. Le charbon. Tu vois, le charbon. Et ça, c'est un truc très important. Moi, dans tous les trucs que j'ai fait, j'étais en mode pour moi, c'était un taf, même si je gagnais pas d'argent. Tu vois, pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de trucs où je gagnais pas d'argent, mais je le prenais comme un taf, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est une des premières possibilités. Les médias, essaie de le faire, mais essaie de le faire en mode, t'as une vision derrière, tu t'es pas là pour kiffer, pas pour dire, ouais, je bosse avec lui. Non, t'es là pour dire, je fais du taf. Et surtout, quand tu vas montrer aux gens, tu vas dire, écoute, j'étais dans ce média, mais j'ai fait ça comme projet. J'ai eu ça comme régularité. Comme ça, tu vois, t'as un vrai truc à montrer. Ou l'autre option, les médias, je pense, c'est bien, notamment quand t'es en province et qu'il y a pas d'artistes autour de toi. Maintenant, l'autre option, c'est quand t'as la chance de rencontrer des artistes, c'est de dire, écoute, je vais essayer de bosser avec un artiste, de miser sur le bon artiste et de le développer pour qu'on voit comment je bosse. T'es pas obligé d'avoir un artiste qui pète. Il suffit que tu bosses bien pour que les gens voient que tu bosses bien. Le désavantage de ça, c'est que malheureusement, t'es dépendant d'un artiste qui va faire des choses quand même, tu vois. Parce que même s'il est pas très bon, si toi tu bosses bien, tu peux être repéré. Tu vois, tu fais un rendez-vous, ils disent, ah putain, le artiste c'est pas bon, mais le manager il est bon. Tu vois, ça arrive. Mais pour ça, faut quand même que t'aies la chance d'avoir un artiste qui prenne les choses au sérieux, tu vois. Parce que si jamais le mec il fait un clip tous les 6 ans, bah en vrai, t'auras même pas le temps de bien bosser, tu vois. Mais je pense que la priorité c'est de faire des choses. Et une fois que tu fais des choses, après c'est facile. En vrai, c'est facile de rentrer dans la musique une fois que t'as fait des trucs, hein. C'est pas compliqué. Bah, je pense que t'es le bon exemple en soi. Justement de partir de zéro, de rentrer dans ce milieu, de faire ta place et créer un business derrière, tu vois. Donc c'est et j'ai pas non tu vois, j'ai pas non plus une trajectoire affolante ce que j'ai fait. Enfin, c'est assez simple ce que j'ai fait, tu vois. J'ai pas non plus un succès de fou, mais j'ai réussi à exister. On est encore au début là. Et je suis encore exactement, je suis encore au tout début pour moi, tu vois. Mais j'ai réussi à exister parce que juste j'ai réussi à enchaîner les expériences étape par étape, et à bien bosser et se faire repérer dans l'expérience. Tu sais, il y a des gens qui sont passés dans les mêmes expériences que moi et qui du coup n'ont peut-être pas pris le truc assez au sérieux. Et là où moi, j'étais dans un truc de dire, putain, c'est ma seule chance, quoi. Tu vois, c'est vraiment de se dire, c'est une chance d'y arriver. Genre, j'habite dans une commune de 300 habitants, peut-être personne qui écoute du rap dedans, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc de se dire, saisis tes opportunités, il n'y en aura pas beaucoup. Donc maximise-les, quoi.
On va pouvoir passer à la partie finale du podcast. Avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. Ok. Puisqu'on est dans un podcast. Ouais. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Je joue à Warzone. Ok. Je sais pas si c'est la question d'aller mieux genre dans ta vie. Non, qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien? Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Et Warzone, franchement, je joue à Warzone. C'est une bonne réponse. Je joue beaucoup à Warzone avec mes potes. Et sinon, je fais pas mal de soirées avec mes potes. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Moi, je peux dire que c'était quoi mon ancien plus grand rêve? Mon ancien plus grand rêve, c'était de créer une boîte avec tous mes potes. Tu vois, c'était mon rêve. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc c'est plus mon rêve. Mon rêve aujourd'hui, c'est de continuer à kiffer ce que je fais le plus longtemps possible. Je kiffe ce que je fais et j'aimerais en fait, je kifferais être passionné et curieux toute ma vie. Ça serait mon rêve. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur? Ma plus grande peur, en vrai, c'est les peurs classiques, hein, c'est plus lié à la famille, en vrai, tu vois. C'est de se dire, ma plus grande peur, c'est peut-être de voir mourir un de mes frères et sœurs, par exemple, tu vois. En vrai. Est-ce que t'as un livre à me conseiller? Alors, tu me demandais comment j'essaie d'aller mieux, enfin, comment je faisais pour aller bien. Je lis beaucoup de bouquins. Et du coup, j'aurais tendance à t'en conseiller plusieurs. Alors, si on veut des bouquins plutôt business, il y a 2 livres qui sont super intéressants, d'autant plus dans mon domaine. C'est un livre qui s'appelle Mainstream. C'est un livre, un gros bouquin. Je crois que ce mec qui l'a écrit, c'est Frédéric Martel, je crois, qui a aussi un podcast à Radio France. Et en gros, c'est un livre qui explique comment est construit la culture dans les différents pays. Genre Bollywood, genre la K-pop, genre l'industrie du cinéma aux États-Unis avec les mecs qui rachètent les champs de maïs pour le popcorn. Enfin, vraiment très intéressant et assez exhaustif. Ça, c'est le premier livre que j'ai trouvé intéressant. Il y a un autre livre qui est super intéressant qui s'appelle La menace fantôme. C'est c'est l'âge de l'accès. C'est qu'en gros, jusqu'à présent, on achetait la musique, on achetait des biens, maintenant on loue tout. On prend tout sous forme d'abonnement, tu vois. Et du coup, ça a été écrit par un mec qui était à Sciences Po et qui est maintenant le directeur général de Snapchat France. Donc ça, c'est les 2 livres un peu business et des livres un peu plus divertissement, on va dire. Je viens de finir Les Éclats. Je suis très mauvais en nom. Les Éclats par le mec qui a écrit American Psycho. C'est très très bien. Et voilà, et puis après j'en ai lu plein, mais je te dirai ça. On mettra ces refs dans la description, en tout cas je me les note. Deuxième question, c'est est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Une série qui s'appelle Sévérance, qui est une série produite par Apple TV. Et en vrai c'est trop bien. Ça paraît pas bien au début, donc faut continuer jusqu'au bout. Et en gros l'histoire c'est quoi? C'est en plus ça va avec le thème, enfin pas avec le thème du podcast, mais ça c'est marrant. C'est en gros tu décides. Tu peux faire une opération dans ta vie qui te permet que quand tu vas au bureau, tu te rappelles pas de ce qui se passe en dehors du bureau. J'ai passé la bande-annonce. Ouais. Et en vrai, c'est un truc de malade. Okay. C'est trop chaud. Voilà. Vas-y, je me la note. C'est quoi ta musique du moment? Ma musique du moment, je vais dire, c'est un jeune artiste avec qui on travaille, qui s'appelle H la drogue, qui a fait un morceau qui s'appelle H, que j'adore, et qui est bossé chez nous par un mec qui s'appelle Gabriel, qui est du coup, avant faisait que le business, maintenant fait business et gestion de projet, c'est son premier projet en gestion de projet, et qui a fait un taf de malade. Et donc cet artiste commence à avoir un bon engouement autour de lui, et donc j'adore sa musique, et surtout j'aime beaucoup le taf qu'on a fait dessus. Ok, je connaissais pas, donc c'est tout petit encore, mais c'est très potentiel. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle? Racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, je me demande si je rachèterais pas une entreprise un peu en difficulté. Tu vois, genre une entreprise où vous savez le changement il va être quand j'étais petit, bah tiens, tu me demandes un exemple d'entrepreneur, je l'ai. Bernard Tapie. Quand j'étais petit, c'était le truc qu'on me disait ouais, il achetait des boîtes à 1 euro et il les faisait remonter. Bah voilà, mon exemple d'entrepreneur, je me rappelle, j'étais au McDo avec mon grand-père, j'avais 8 ans, il m'a expliqué ça. C'est ça mon exemple d'entrepreneur. Et je pense que ça vient de là. Et du coup, après en vrai, si je devais racheter une boîte aujourd'hui, je pense que j'achèterais Google pour YouTube. Parce que YouTube, moi, je kiffe à la base et je trouve qu'ils sont trop nuls en ce moment. Et du coup, mon combat, ça serait de racheter Google pour essayer de faire remonter YouTube. Voilà. Carré. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange? C'est quoi le plus dur au quotidien quand entrepreneur? Je pense que c'est ça la question que j'aurais aimé que tu me poses. Vas-y, je te la pose. Eh ben, je suis assez étonné, surpris que tu me poses cette question. Je pense que le plus dur au quotidien, c'est d'avoir une bonne équipe. Et en vrai,
Parce que moi, c'est pas mon truc naturel. Tu sais, je t'ai dit, j'étais freelance à la base, etc. Moi, mon truc à la base, c'est d'être soliste, tu vois. Genre, je bosse dans mon coin, tu vois. Et ça a été une grosse question, une grosse difficulté pour moi de me dire, est-ce que j'agrège une équipe? Est-ce que j'essaie de bosser avec une équipe? Parce que c'est pas mon truc de base, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir une bonne équipe, une très bonne équipe, tu vois. Et je pense que c'est le plus dur, c'est le combat, c'est ce combat-là. Tu vois, c'est de se dire, réussir à avoir une équipe, l'avoir, la garder, la faire évoluer, la faire progresser avec toi. Et quand c'est pas un truc que t'as de base, c'est un truc qui est compliqué. Mais que j'espère réussir à le faire un minimum bien, tu vois. Et ça a été vraiment le défi. Et justement, des mecs comme Alassane ou Ahmad, qui pour eux ont beaucoup plus ce truc, tu sais, donc Alassane de Dean Record et Ahmad de Bouscapé, qui ont vraiment ce truc du relationnel que dès que tu le vois, tu le kiffes le mec. Et bah du coup, c'est là-dessus qui m'ont aidé à bosser dessus, tu vois. Puis c'est aussi très relié à la personnalité. Toi, t'es plutôt introverti du coup. Ouais. Enfin, je suis pas introverti, mais je suis pas. Pour le coup, je suis pas non plus introverti. C'est juste que je suis. Introverti, c'est le fait de te recharger seul. Alors c'est ça peut-être, ouais. Tu vois. Ouais. En gros, on relie souvent l'introversion à la timidité. En fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Y a des gens qui sont introvertis mais qui sont pas timides, tu vois. Ouais. Et du coup, le fait d'être introverti, justement, c'est que tu te recharges tout seul. C'est ça. Extraverti, tu te recharges avec les autres. Intéressant. Bah, et tu vois, moi là-bas, je suis un geek. C'est-à-dire qu'en gros, mon truc, c'est j'ai appris sur Internet, je parle à des gens sur Internet et j'apprends par moi-même, tu vois. Et donc, quand t'es un mec qui fait par soi-même, t'as pas toujours l'habitude d'apprendre à bosser avec les autres, tu vois. Et ça, c'est un truc où, pour le coup, tu vois, genre, typiquement, faut pas avoir, par exemple, tu sais, le réflexe de dire, attends, je vais faire, non, vraiment, essaie de faire monter les gens avec toi, tu vois. Ça, c'est super important. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui est pas simple, qui me prend beaucoup de temps. J'ai envie que les gens soient heureux de bosser avec moi, puis on est une boîte indépendante, donc c'est pas pareil que bosser dans un grand groupe où, voilà, faut que tout le monde s'entende bien, sinon c'est la merde. Et donc ça, c'est le plus dur. Et je pense, c'est là où je mets plus d'énergie, parce que je pense que c'est le plus important. Ouais, clairement, c'est essentiel, et effectivement, c'est, je pense, ce qui est plus difficile dans une aventure entrepreneuriale, surtout avec ces personnalités-là, quoi. De ouf. Il me reste 2 questions pour toi. Vas-y. Le premier, c'est: est-ce que tu as un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes? Ouais. Alors, j'en ai un que j'ai pas réussi à avoir pour mon podcast. Donc, je pense pas que tu l'auras, mais je vais le dire et je vais en choisir un autre. Challenge-moi. Un mec qui s'appelle Funky Flav, qui était Antoine Guéna, qui était dans un groupe de rap qui s'appelait 995 et qui a créé son propre label. Donc, il produit PLK, il produit Giorgio, il a produit Thérapie Taxi. Lui, trop chaud, mais je pense que ça va être compliqué. Et il m'a refusé, et je crois qu'il a refusé à pas mal de monde. Il n'a jamais fait. Et sinon, un entrepreneur que tu pourrais inviter, Flotte. C'est ma pote dont je t'ai parlé, qui m'a fait aller dans le rap. Elle s'appelle Li Wu. Elle a créé une boîte avec Mike, son mari, qui s'appelle Flotte, que vous avez pu voir qui va être mon associé. Et je kiffe trop ce qu'elle fait. Et ils sont trop forts. Après, ils sont 2, donc faut pouvoir les interviewer à 2. Je sais pas si tu fais des podcasts en trio. Mais ah bah cool. Et pour le coup, eux, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et bah tiens, si tu fais des podcasts à 2, j'ai un 3e invité. Non, bah, ça sert à rien. Je sais pas non plus. Non, mais du coup, Mike et Lily, de Flotte, qui sont vraiment très cool et qui du coup ont réussi à créer cette marque de Kawaii en opposition avec le vrai Kawaii et qui est vraiment très bien. Dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, que tu connais peut-être. Ouais. C'est quoi pour toi un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est animé par le fait de vouloir créer quelque chose. Pour moi, c'est ça. Ce que je distinguerais d'un gestionnaire, ce que je distinguerais de plein d'autres choses, tu vois. Moi, je pense que c'est vouloir créer quelque chose, d'avoir son truc à soi, tu vois. Et d'essayer de créer quelque chose de préférence, quelque chose d'un peu nouveau. Mais tu peux créer du nouveau dans du classique, tu vois. Et j'ai un pote là qui vient d'ouvrir un resto. Excellent d'ailleurs, je sais pas si on a qu'à dans la Manche, mais excellent balance. De ouf. Il s'appelle le SEM. Sa meuf est chef, elle a bossé dans un palace parisien, elle a créé elle a été chef d'un super resto, elle a eu un resto à Paris, un resto à Nantes, enfin vraiment ils sont trop forts. Et en vrai, pour moi c'est un entrepreneur ce qu'il fait. C'est pas, il crée quelque chose, alors que c'est ultra basique, hein. En vrai c'est un resto. Mais la restauration c'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Il est là et il se tue à créer quelque chose, tu vois. Et du coup moi je pense qu'un entrepreneur c'est le mec qui crée quelque chose. Et du coup l'entrepreneuriat n'est pas forcément économique. Quand tu crées une asso ou un média bénévole, en vrai c'est l'entrepreneuriat pour moi, c'est le fait de monter un projet et de le tenir, tu vois.
Ce seront les mots de la fin. Okay. Merci beaucoup, Florian. Merci à toi. C'était cool. J'espère que ça t'a plu. C'était cool. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. J'étais laborieux de ouf au début, j'allais dans tous les sens. Hein. Non, franchement, c'était cool. On mettra de toute façon tous les liens en description, que ce soit de 135 Médias ou de Rapboss. Ok. Et on se dit à bientôt sur Serial ou sur tes réseaux. Merci. Salut Florian. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Serial Entrepreneur, de laisser votre plus beau like et votre meilleur commentaire. Et si vous souhaitez vous lancer dans le podcast vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur tête-de-tigre.com, on mettra le lien en description. Salut!